Voilà, donc ça y est, on y est. Désolé pour tous ces soucis techniques. Et on espère que ça va aller en s'arrangeant. Voilà. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Christophe, bonsoir David, bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Donc on est là ce soir pour parler du coup dans le thème du mois de l'imaginaire qui est pouvoir, pour parler du pouvoir des mots chez Lovecraft et ce qu'on appelle les auteurs du Lovecraft Circle, qui sont en fait des auteurs avec qui Lovecraft échangeait régulièrement de son vivant de manière épistolaire et donc qui ont écrit plusieurs nouvelles. Donc, rapidement, en fait, je vais vous laisser vous présenter, en fait, pour que les gens puissent vous resituer, même si je pense que bon, ça devrait être plutôt déjà fait, mais bon, voilà. Si Christophe, par exemple, tu veux commencer. Ouais, alors je m'excuse à l'avance pour les problèmes sonores qu'il peut y avoir, hein, c'est pas terrible. Christophe Thiel, donc je suis un Lovecraftien de longue date. J'ai travaillé autour de Lovecraft, entre autres, pour le guide Lovecraft qui est paru chez IQSF, enfin, pour l'édition française de Je suis Providence, la biographie écrite par Steve Doshi. J'ai travaillé aussi autour de Robert Chambers sur Le Roman Jaune, et puis je m'occupe des éditions Malpertuis. Bah, David, Bref, donc ça c'était 2010, là, il y a 10 ans en fait, vraiment octobre 2010. C'est un voyage qui a commencé à ce moment-là, qui a totalement bouleversé ma vie. Et encore plus depuis 3 ans, parce que depuis 3 ans, donc, je travaille sur cette édition des intégrales de. Enfin, l'intégrale, pareil, on peut en débattre. On verra jamais probablement le bout du bout de la totalité de l'œuvre de Lovecraft. Enfin bon, je retraduis toute l'œuvre de Lovecraft, de fiction et les essais aussi. Ces 6 volumes qui voilà, devraient voir le jour l'an prochain chez Mnemos. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. oui, oui, ça l'est, merci. Bon, et donc moi c'est Guillaume Beck, et donc je suis le premier auteur de chez Ogmios Éditions, et je me suis permis de faire un bouquin, Le Voyageur onirique, qui s'inscrive dans ce qu'on appelle le Lovecraft Circle. J'ai imaginé ma contribution personnelle si j'avais été avec eux, avec Derlet, Robert Bloch et tous ces gens-là autour de Lovecraft, pour essayer d'amener ma petite pierre à l'édifice. Alors bien sûr, très en retard, hein, mais mieux vaut tard que jamais, je pense. Donc, voilà. Bien, merci. Alors, bon, ce qui est intéressant en fait, c'est que aussi bien sur la biographie en fait de Lovecraft sur laquelle Christophe tu as travaillé, Je suis Providence, que sur les traductions de David sur les nouvelles déjà parues chez Mnemos. Vous avez tous les deux commencé en fait à faire vous avez commencé vos ouvrages par des notes de traduction en fait, et c'est assez intéressant. Et du coup, Par des préfaces. par des préfaces, ouais, vous expliquiez en fait euh, pourquoi, comment traduire enfin, voilà, vous avez pris une série de notes pour dire, pour expliquer l'intention de traduction. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez fort, et je voulais vraiment connaître un petit peu, avoir un peu plus d'informations sur votre démarche. Pourquoi avoir fait ça en fait? Il y a vraiment un besoin, de votre point de vue, d'expliciter avant que le lecteur lise le livre, d'expliciter justement l'intention derrière la traduction que vous avez pu faire ou gérer sur les œuvres de Lovecraft. Ben, moi, ça va être vite fait, hein. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai constaté que David l'avait fait. J'ai vu à quel point il avait eu raison de le faire, tout ce que ça apportait. Et donc, je me suis dit, il est hors de question de ne pas faire la même chose, quoi. Voilà, donc David, c'est moi. Moi, c'est très bizarre parce que quand on m'a proposé de travailler là-dessus, de mémoire, c'était en avril 2010. C'était un samedi. Ouais, c'était vraiment. Enfin, je lis Lovecraft depuis que j'ai 11 ans, et c'est l'un des rares auteurs, mais il y en a quelques autres, mais que je relis en gros tout. Enfin, je relis pas tout, hein, mais je le relis régulièrement tous les ans. Je crois qu'il y a juste eu une année où je n'ai pas lu Lovecraft.
Et donc, j'ai vraiment accepté ces propositions totalement bouleversantes pour moi. Et le soir même, c'était assez incroyable, j'ai rêvé de ma préface. Je savais même pas commencer la traduction, hein, mais j'ai rêvé que je lisais ma préface de l'ouvrage traduit. Et la préface commençait par une phrase, c'est absolument incroyable. Enfin, je vous la cite parce qu'elle n'est pas de moi, je veux dire, c'était dans le rêve, mais c'était pour traduire Lovecraft, il est important de regarder comment il écrit, mais encore plus de regarder comment il n'écrit pas. Et c'était la première phase de la préface. Et je me suis dit, mais c'est ça? Pourquoi ça? Enfin, je veux dire, je ne sais pas, je n'étais pas conscient. Et donc, j'ai fait cette préface parce que j'en avais rêvé, en fait. Mais c'était très... j'avais peur d'emmerder tout le monde, pardon, d'embêter tout le monde, d'enquiquiner tout le monde. Il faut que j'emploie un langage Lovecraftien. J'avais peur d'enquiquiner tout le monde avec ça. Puis je me suis dit, bon, de toute façon, une préface, si on ne veut pas la lire, on ne la lit pas. Donc, je vais essayer de parler un peu de mon travail. Et puis, je ne suis pas le premier à traduire Lovecraft du tout. C'est pas grave, au contraire, je dirais, il y a une communauté de lecteurs de Lovecraft et c'est très agréable, justement, de lecteurs, de traducteurs et de co-auteurs, enfin de co-auteurs, de gens s'accaparant son univers. C'est très agréable d'être dans cette communauté-là. Je voulais donner des clés, parler un peu, sans vouloir embêter tout le monde. Et j'ai été extrêmement surpris. Et quand je dis vraiment très surpris de voir dans les différents salons où je pouvais signer quelques ouvrages, de voir des personnes venir me parler de ma préface. Ça, j'avoue, j'étais persuadé que ça allait embêter. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était juste partager des impressions de lecteur et de traducteur, si vous voulez. C'est un monument. Je veux dire, c'est pas évident d'aller le voir. Techniquement, c'est pas simple. Thématiquement. Et là, je dirais, ce qui me pèse le plus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la technique, on en fait son affaire. Je vais dire, c'est une question de temps. La thématique, l'univers, la psychologie, c'est éreintant. Merci pour le témoignage, parce que c'est vrai que... Je pense, si je peux rajouter un mot, que c'est extrêmement important d'ouvrir la cuisine de manière à montrer au lecteur non seulement l'ampleur du travail qui a été fait, mais le nombre de choix qui ont été nécessaires. Le Lovecraft de Je suis Providence, à la fois c'est le même évidemment que le Lovecraft de la fiction sur lequel travaille David, et en même temps c'est pas tout à fait le même. Il ne parle pas aux mêmes personnes. Il ne parle pas à un lecteur de fiction, il parle à ses amis à travers sa correspondance. Et donc il y a des questions auxquelles le traducteur français doit répondre. Comment Lovecraft s'adresse-t-il à ses amis? Il les tutoie ou il les vouvoie? Quel temps il utilise dans ses lettres? Pour moi, il me paraissait évident que Lovecraft parle au passé simple quand il parle au passé, et qu'il vouvoie tout le monde, sauf une seule personne, Sonia Green, sa femme, ensuite son ex-femme. Voilà, mais que l'autre nom, c'est vouvoiement pour tout le monde, même et surtout pour sa famille. Ça, c'est intéressant parce que dans la préface, d'ailleurs, tu signales le fait que Lovecraft, quand il écrit aussi, il ne souhaite pas spécialement être lu par tout le monde, mais qu'il s'entoure, tu fais une comparaison justement avec La Sèche ou Le Poulpe, qui s'entoure d'encre et qui s'entoure de mystère. Et j'avais bien aimé l'image. Et effectivement, moi, quand je lisais Lovecraft, enfin quand je lis encore même maintenant, quand je lis Lovecraft, on retrouve effectivement un sentiment de mots pas toujours évident, même les tournures de phrases, hein, c'est quand même assez descriptif. Et ça, du coup, c'est pareil pour toi, David, j'imagine. Traduire Lovecraft, ça demande vraiment particulièrement beaucoup d'efforts parce il fait vraiment attention au choix de chacun de ses mots. Est-ce il y a vraiment cette volonté-là, en fait, de dire je ne veux pas être lu par n'importe qui, vous pensez? Mais absolument. Je pense que Lovecraft, paradoxalement, écrit pour ne pas être lu. Enfin, je dis ça, j'exagère peut-être un peu, parce que bon, il a publié. Mais il n'a pas fait tant d'efforts que ça pour être publié. On peut peut-être même dire qu'il a plutôt fait des efforts dans certains cas pour ne pas l'être. Il est par exemple stupéfiant, là je viens de rendre Dexter Ward, il est stupéfiant de voir que Dexter Ward, je considère vraiment comme un de ses chefs-d'œuvre, n'a pas été publié de son vivant. Comment dire, et je suis aussi frappé, parce que vraiment là j'ai une sorte de vision assez large, panoramique, hein, sur 20 ans de travail de Lovecraft, dont 37, 1917-37, je ne compte pas des nouvelles de jeunesse, 1905-1908, mais il y a toujours des nouveaux mots. Je ne suis jamais, comment dire,
bon, je commence à avoir l'habitude un peu de ces tournures de phrases et de l'évolution de ces tournures de phrases aussi, ça de la manière de le rendre, la mécanique des phrases. Mais j'ai toujours des mots que je ne connais pas, que je dois aller chercher, et j'ai vraiment pris l'habitude maintenant, même pour les mots que je connais, même pour les mots qui sont simples, même pour les mots dont on se dit ça, je veux pas, ça va, je n'ai pas besoin d'ouvrir un dico. Bah si, il faut regarder, et souvent il faut regarder les usages rares, parce que si on met l'usage commun, j'allais dire, il y a des choses qui sonnent bizarres, c'est curieux. Alors que si on prend l'usage un peu rare, un peu recherché, bah, tout à coup, en fait, c'est tout cohérent. Ça m'avait frappé, notamment dans Horreur à Redwood, le mot timide en anglais. Timide, hein, voilà. Mais c'est pas shy. Je veux dire, quand je dis qu'il faut regarder comment il n'écrit pas, c'est pas comme si Lovecraft ignorait le mot shy. On dit timide, ce qui veut dire autre chose que shy. C'est qu'il n'écrit pas shy. Il veut dire autre chose. Et c'est quand on regarde les usages anciens, on s'aperçoit que timide, c'est aussi craintif. Et là, tout à coup, le passage s'éclaire. On comprend la psychologie des personnages. Voilà, enfin, c'est le genre si vous voulez, chaque mot pour moi, comme je sais que après dans le monde des Lovecraftiens, tout le monde est à scruter tout le monde, etc. Je suis pas du tout, enfin je fais des erreurs, et je vais en faire d'autres. J'essaie d'en faire le moins possible, mais chaque mot est un piège potentiel. Donc chaque mot est pour moi la possibilité d'une critique. Donc j'essaie vraiment de faire extrêmement attention. C'est un travail, oui. Comment dire, pointilleux, quoi. Enfin... Par rapport à ce travail que David vient de décrire, qui est presque un travail de traducteur de poésie. Tout à fait. Le travail sur les lettres, il est extrêmement différent. Le coup de la pieuvre de son nuage d'encre, j'ai une anecdote en particulier. J'ai été une fois contacté par un des traducteurs qui me dit « Regarde ce passage, mais qu'est-ce que diable il a bien pu vouloir dire ?» Et en fait, Lovecraft avait horriblement écrit un passage où il essayait vaguement de parler de ses sentiments sans en parler. Et il a fallu se mettre à deux pour tirer les échevaux de mots et de phrases et essayer de voir ce qu'il avait voulu dire. Et franchement, ça n'a pas été évident. Ouais. Mais je trouve l'image de l'encre et de la sèche extrêmement juste. C'est ce qui m'avait frappé, pareil, quand j'ai retraduit les récits liés à tout ce qui est exploration, alors ce qui est fascinant, hein, il y a un côté ludique aussi, hein, c'est très, je parle de ça, c'est difficile certes, mais c'est aussi par moments amusant, puis quand on trouve, c'est vraiment très, comment dire, très agréable. Mais je disais, le style de Lovecraft, il faut le considérer, pour moi, c'est les montagnes hallucinées. Hein. Ça n'est pas fait pour être franchi. Et si vous regardez l'architecture des montagnes eux-mêmes, de cette façon, elles sont à l'image du style de Lovecraft. Et considérez cette expédition là, de la Miskatonic University, justement, Guillaume, vers l'Antarctique et vers les montagnes, vous vous apercevez, bon, ils sont nombreux à partir, puis il y a un premier camp de base, ils sont un peu moins nombreux à mettre le pied même sur l'Antarctique, puis un peu moins nombreux à faire le premier camp de base. Et combien sont-ils finalement à franchir ces montagnes? Ils sont deux, et puis il y en a un qui reviendra à Saint-Esprit, il y en a deux, mais un qui a perdu la raison. Et pour moi, Lovecraft, c'est vraiment ça. C'est comme un auteur ne peut pas, quand on écrit un livre, on ne peut pas contrôler qui vous lit. Alors je pense que très certainement, Lovecraft, il y a un côté élitiste très assumé. Moi, je suis frappé par le côté aristocratique de beaucoup de nouvelles, même d'Exterroir. Hein. Comment faire pour que les gens de peu, ou que les gens, je ne sais pas, que vous n'aimez pas, ne vous lisent pas? Alors, j'en reparlerai, j'en reviendrai là-dessus plus tard. Mais déjà, vous mettez différents filtres et vous faites le ménage comme ça, vous dégagez les gens. Hein, je veux dire. Et ce côté-là, si vous voulez, j'allais dire, anti-charmeur, anti-racoleur, c'est justement aussi ce qui participe du charme, de l'attrait de Lovecraft. Tous ces lecteurs semi-illettrés de Weird Tales dont ils se moquent à longueur de lettres. Non, c'est... Oui. Non, mais c'est ce qu'il dit dans. Moi, j'étais enchanté de reprendre là pour le tome 6 donc, de cette édition à apparaître. Le tome 6 est consacré à tout ce qui est essai. Bon, il a fallu faire des choix. Donc, il y a l'essai, c'est l'épouvantation naturelle en littérature. J'ai traduit aussi quelques lettres, et là, tu as tout à fait raison. Christophe, le style n'a rien à voir, hein, vraiment. Bon. Et j'ai choisi des extraits de lettres ou des lettres où Lovecraft parle de ses rapports avec les éditeurs, les autres auteurs, l'écriture, de manière à vraiment avoir un volume consacré à l'écriture. Et il dit bien que des gens qui lisent ce type
de récit sur quoi il s'intéresse, mais c'est l'élite d'une élite, en fait. Mm. Et c'est toujours dit que Lovecraft était, on dit, il est connu, il n'est pas forcément si connu que ça d'ailleurs, à Providence, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'est pas si connu que ça, enfin pas autant que nous on se l'imagine, mais que même, j'allais dire, parmi les gens qui le connaissent, je dis souvent, c'est le moins connu des auteurs connus. Sur la partie, je souhaite rebondir à ce que tu viens de dire en fait, David, parce que Lovecraft, en fait, justement avec les auteurs de Lovecraft Circle, on a vraiment ce sentiment que parfois il a réellement assumé le rôle d'éditeur pour plusieurs d'entre Passeur. eux. Euh, Oui, de réviseur de texte ou de passeur. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il avait été à un moment donné question qu'il prenne la rédaction en chef de Weird Tales. Il a fait entrer Clark Ashton Smith. Enfin, c'est quelqu'un dont, franchement, hein, son goût littéraire est, je trouve, très, très sûr. Hein. Ce qu'il dit sur Poe, il y a un chapitre entier consacré à Poe dans son essai sur la littérature. Je sais pas, je trouve ça magnifique. De toute façon, il n'y a pas de hasard. On ne peut pas être un auteur de ce talent-là et ne pas écrire, et ne pas avoir sur la nature même du genre dans lequel on écrit un regard aussi élaboré et juste que celui de l'autre. Mais est-ce que, moi la question que je me pose aussi, c'est vu le nombre d'échanges épistolaires connus, puisque bon, j'ai déjà aussi des éditions bouquins qui reprennent quelques-unes de ces lettres. On sait que c'était une correspondance abondante. Du coup, sur les commentaires de texte, est-ce qu'il y a une forme de porosité entre les auteurs, par exemple entre un Clark Ashton Smith ou un Robert E. Howard, quand ils échangent avec Lovecraft, est-ce que ça va uniquement dans le sens où Lovecraft influence leur travail, ou est-ce que son travail à lui est aussi influencé par ses auteurs? Bah, regarde ce qui s'est passé avec Bloch. Ouais, C'est dans les deux sens. effectivement. Et j'avais une autre question sur les mots que Lovecraft utilise. Il y a un peu un sentiment, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, qu'il y a une forme qu'il y a quelques mots un peu signature. Alors après, justement, est-ce que c'est la traduction qui a donné ça, puisque j'ai essentiellement lu Lovecraft en français. Non, tu l'as en anglais. D'accord. Eldritch, Brooded Eldritch, des choses comme ça. C'est vraiment à traduire, c'est infernal. Je sais toujours pas comment traduire Eldritch. Je sais pas, Christophe. Ben, je vais pas m'aventurer là par surprise sur la traduction un peu délicate. Moi, j'ai juste mentionné que je m'étais avisé. Bon, il y a, à la fin du guide Lovecraft, il y a un mini-guide un petit peu gag, des mots bizarres et des mots compliqués et des termes Lovecraftiens. Et il y en a un évidemment qu'on ne peut pas manquer, c'est l'innommable. Et l'innommable, en fait, il n'est pas juste unnameable chez Lovecraft. Il est aussi unspeakable. Il est aussi. Il y a plusieurs mots, et en fait, la traduction française a beaucoup fait pour vérifier tout ça sous le mot français innommable. D'accord. Alors, curieusement, tu remarqueras que la nouvelle The Innommable a été traduite par l'Indicible. Oui. Oui. Mais c'est vrai que là, concrètement, si vraiment on veut rentrer dans le détail, dans Dexter Ward, je me suis vraiment attaché. Il y a des mots qui sont très importants, qui sont posés dès le début dans l'exergue de Pierre Borel, de Borellus. En anglais, c'est to call up, et puis ensuite c'est to put down. Donc il y a vraiment l'idée de up, down. Et il faut que je rentre ça, il faut que je choisisse à un moment donné en français 2 termes et que je me colle pour l'ensemble du texte et que ça marche dans toutes les positions. Alors j'ai fait en sorte que ça marche. Je crois qu'il y a une fois où j'ai modifié un peu. Mais c'est des choses. Oui, c'est mon travail est de cet ordre-là en tout cas. Et du coup, comme Lovecraft, il a aussi agi en tant que ghostwriter. Est-ce que c'est facile de le détecter quand il écrit pour le compte d'une autre personne? Oui. Ouais, c'est vraiment si révélateur en fait. Non Il y a seulement. des moments où il a tout réécrit pratiquement. Donc, non, mais c'est pas seulement ça. Bon, Christophe, faut voir je sais pas ce que tu vas dire, mais non seulement ça. Mais non seulement pour d'autres personnes, mais aussi parfois pour de l'argent ou des travaux de commande. Alors, l'essai, c'est une autre question. Mais si on prend par exemple le texte sur lequel je travaille en ce moment, Herb Upper West, Reanimator, pardon, je rigole, mais ou la nouvelle écrite pour Houdini, Prisonnier des Pharaons. Non, mais c'est pas ça. Mais justement, ces textes-là, si vous voulez, n'ont pas vraiment d'intérêt hors du contexte de l'œuvre de Lovecraft, mais une fois qu'on les réinsère dans l'œuvre même de Lovecraft, on passe par contraste, on voit ce que Lovecraft n'est pas. Donc ils nous permettent de mieux comprendre son œuvre.
quand même. Et oui, on voit, il y a vraiment une différence, je trouve. Il y a plusieurs catégories de révision, de ghostwriting. Il y a effectivement des textes qu'il a presque entièrement écrits, dont il raconte comment on lui fournit une très maigre idée. Il y a deux Indiens fantômes qui se baladent l'un la nuit, l'autre le jour sur un terre dans les Oklahoma. Et à partir de ça, il écrit une de ses plus longues nouvelles, un truc énorme avec tout un univers qui est développé. Et puis, il y a aussi du vrai travail de révision, de correction des expressions, des mots, etc. Et là, on peut dire que c'est plus difficile de sentir le Lovecraft parce que c'est quand même un texte d'une autre personne où la patte de Lovecraft a dû se consister à polir des rugosités, on va dire. Mais il y a effectivement un certain nombre de nouvelles qui sont vraiment de lui, où il y a des Cthulhu partout, et des concepts tout à fait Lovecraftiens, et on voit bien que l'autre personne n'est qu'un prêtre. Et par ailleurs, pour ajouter à ce que tu dis, donc il y a les textes des autres, qu'il écrit plus ou moins entièrement, les textes, entre guillemets, de commande, et aussi, alors ça c'est pareil, dans la Lovecraft Mania, certaines de ces nouvelles sont en fait, je pense notamment à The Very Old People ou l'autre, Le clergyman maudit. Merci, la Devil Clergyman. Et la chose dans la carte luminaire. Oui, et ça, ce sont des textes, en fait, ce sont des histoires qu'il a racontées dans des lettres à des amis. Et c'est vrai qu'à traduire, c'était moins compliqué. Voilà. Et pour moi, c'est moins recherché. Il faut faire très très attention quand on aborde Lovecraft, notamment quand on a l'impression que c'est facile. Enfin, moi, je trouve que ça n'est jamais facile, que son style il évolue en permanence. C'est pour ça qu'on a fait 6 volumes, et alors c'est organisé de manière plus ou moins thématique, et à l'intérieur des volumes thématiques, il y a un ordre chronologique. Bon, après, dans l'idéal, peut-être il faudrait lire Lovecraft dans l'ordre chronologique, mais c'est très très intéressant de voir. Moi, c'était mon rêve au début, de le traduire par ordre chronologique. Alors, je pense que si vraiment je m'étais tenu, enfin bon, j'ai peur. Bon, voilà. Mais surtout, en fait, c'est intéressant parce que les petits bouts dont tu parles sont en fait des récits de rêve qu'il fait dans des lettres. Il y avait un petit dossier qui s'appelait Rêve et Chimère qui avait été rassemblé dans l'édition bouquin avec un volume de Derleth qui s'appelait Dream and Fancies, où il y a pas mal d'extraits comme ça de lettres qui racontent des rêves, mais je crois qu'ils n'ont pas tout trouvé déjà parce qu'à l'époque toutes les lettres n'étaient pas disponibles. Alors, pardon Christophe, non seulement ça, mais en plus, justement, parce que j'ai vérifié, parce que j'ai pris une lettre de ça, et je me suis aperçu, à ma grande surprise, enfin, je n'ai que des surprises avec Lovecraft, les textes en français sont incomplets. C'est les lettres même, les lettres plus traduites par de Chimère sont incomplètes. Donc effectivement, j'ai pris la lettre de début, pas de Chimère, je me suis aperçu qu'il y avait un paragraphe en plus. Pourquoi est-ce qu'il a disparu en français, ça je ne saurais pas vous dire. Déjà, dans les Selected Letters, il y a des paragraphes qui avaient disparu. Il n'y a que maintenant qu'on va découvrir les lettres entières, en fait. Et c'est vrai que ça mériterait de repasser à travers tous ces énormes volumes de lettres et de reprendre tous les bouts de récits de rêve et d'en faire un volume. Oui. Il n'y a pas un truc un peu bizarre quand même, je ne sais plus qui d'entre vous disait qu'il donnait l'impression de ne pas avoir voulu être publié en réalité, et maintenant on va fouiller jusque dans ses lettres et ses correspondances pour en tirer des recueils entiers, quoi. Il y a quelque chose d'un peu curieux. En plus, lui, il ne pouvait pas soupçonner que ça allait avoir un écho pareil, quoi. Il n'aurait pas du tout aimé qu'on publie ces morceaux de lettres où il écrit comme un pied. Mais bon, c'est dommage, quoi. Mais aussi ceux où il se confie sur des sujets où il dit des saloperies, quoi. Il y a aussi ce côté-là. Je pense pas qu'il aurait aimé que ça se voit, quoi. Non, c'est pas du tout gentleman-like. Non, mais cela dit, pardon, mais ça se voit, y compris dans les textes publiés. Moi, justement, tu disais que tu avais travaillé sur Herbert West. Moi, je me rappelle très très bien, déjà rien que l'ancienne traduction, du moment où il décrit en fait la première, le premier homme que Herbert réanime, qui est un boxeur noir, et la façon dont il a de le décrire, enfin honnêtement, ça fait partie des textes qui m'avaient mis vraiment mal à l'aise à l'époque, quoi. Et même encore maintenant, encore plus, mais encore plus, je sais pas si c'est plus ou pas, mais il y a vraiment, je trouve, des traits de sa personnalité, notamment là-dessus. Ou je sais pas, ça Christophe tu pourras peut-être me dire, je sais pas si ce n'est dû qu'à l'époque en fait. Ça fait vraiment partie dans les mots qu'il va utiliser, il va assez loin quoi.
c'est très compliqué. Il y a évidemment, il y a l'époque, il y a le milieu social, et puis il y a des traits de personnalité, et puis il y a tout simplement le racisme d'une personne qui fréquentait aussi réellement des militants antiracistes, comme son ami James Morton, qui était on appelle aujourd'hui un militant de gauche, un égalitariste, qui a été une des personnes qu'il a le plus admiré, le plus respecté au cours de sa vie. Donc voilà, les choses sont pas très simples. Il y a encore pire, je pense, que cette description du boxeur noir dans la Northwest. Il y a toute la nouvelle qui est une révision, hein, la chevelure, enfin une révision, un ghostwriting, la chevelure de Méduse. Moi, c'est une nouvelle où je trouve des qualités, et pourtant, le fond de l'histoire, c'est en fait, on apprend que l'héroïne maléfique, la femme fatale, est en fait partiellement noire. Voilà, il est dit à la fin qu'elle est, bien que dans une proportion pompeusement faible, une négresse. Et là, il y a l'ami Auguste Derleth qui est passé par là et qui a dit non, ça c'est pas possible. Donc il a changé la fin. Parce que vraiment, Derleth n'aimait pas du tout cet aspect raciste. Il a édulcoré la fin, et c'est cette fin édulcorée qu'on a eu en VF pendant pas mal de temps. La fin originale est à la fois brutale et décevante, parce qu'on dit quoi, tout ça pour ça, quoi. Ouais, du coup, effectivement, il y a un côté. Dans Arthur Germine, hein, qui avait été publié sous le titre de White Ape, il y a effectivement l'horreur, c'est quoi? En fait, l'horreur, c'est de découvrir qu'on a une ancêtre singe qui descend d'Afrique. C'est ça l'horreur. Il y a vraiment des choses chez Lovecraft qui, moi, me heurtent profondément. J'avoue que je l'ai pris vraiment en haine par moment. Bon, après c'est un ensemble, c'est compliqué, je vais écrire là-dessus, je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi. Je n'oublie pas qu'on parlait de son époque, on parlait de son milieu, on parlait de sa personnalité. Je pense qu'il faut aussi parler de notre époque. Oui. Hein, c'est-à-dire du point de vue à partir duquel on parle. Je suis toujours très mesuré là-dessus. Je ne suis pas sûr que nous détenions vraiment la vérité sur cet homme. En tout cas, moi, je ne me permettrai jamais de dire que je l'ai. Et c'est pour ça que dans ces textes, même quand il y a des choses, franchement, que j'aime pas du tout, je les laisse. Ça n'est pas à moi de les enlever. Et si vous devez ne pas aimer Lovecraft à cause de ce qu'il a dit, eh bien, ne l'aimez pas. Je pense qu'il y a une chose intéressante, mais qui est évidemment totalement hypothétique de ma part. On voit comment Lovecraft se comporte avec les femmes, alors qu'il a évidemment des préjugés machistes, on peut dire, ou de supériorité masculine de sa classe et de son époque. Ouais. Il leur parle, il correspond avec elles d'une manière tout à fait égalitaire. On a envie de dire que pour lui, la femme, c'est un homme comme les autres. À partir du moment où elle a une culture, où on peut parler des mêmes choses, etc. J'ai vaguement le sentiment que beaucoup de choses viennent du fait que Lovecraft n'a jamais côtoyé de noirs cultivés, chose qui existait à son époque. Hein. C'était l'époque quand même de la Harlem Renaissance. Il y avait des artistes noirs qui existaient, qui étaient très loin de lui, très loin de sa perception. Pour lui, le noir, c'était le descendant d'esclaves, c'était le pauvre. C'était une personne qui, de toute façon, savait à peine lire et écrire. S'il avait pu côtoyer une de ces personnes lettrées, je me demande quel effet ça aurait pu avoir sur sa perception. Lovecraft, c'est avant tout le civilisé, le lettré. C'est la chose qui passe pour lui avant tout. L'art, la culture, il n'y a pas mieux. Rien, que ce soit la politique, que ce soit la morale, ne peut être au-dessus de ça. Et peut-être que ça aurait fait changer de sa vision sur certaines personnes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christophe. J'ai vraiment cette impression aussi, ouais. Enfin, quand tu parles de son rapport aux femmes, tu dis le rapport qu'il avait dans la réalité, mais dans son œuvre, elles sont inexistantes complètement, quoi. Donc j'ai l'impression aussi que le côté exacerbé, que ce soit dans le racisme, dans le sexisme, toutes ces choses, ça procède aussi de son identité, de ce qu'il se donne à voir quand il écrit. C'est pas forcément représentatif de qui il était vraiment. Attention à la manière dont on juge ça. Parce qu'on le considère avec les points de repère de notre époque. Hein. On peut aussi estimer que, justement, un gentleman, à son époque, ne se permet pas de parler, de mettre en scène des femmes d'autre sexe. Moi, je suis très frappé par la qualité, on parle de l'absence de personnage féminin chez Lovecraft, alors certes, absence relative, mais le personnage de la mère dans Charles Dexter Ward, c'est un personnage remarquable, extrêmement positif. Et très délicat. Et j'étais très frappé, c'est pareil, de découvrir, ça tient parfois un mot, hein. Mais en fait, il ne faut jamais perdre de vue la délicatesse et c'est pas la préciosité, mais c'est une certaine sorte de retenue, hein, chez Lovecraft. C'est-à-dire que mettre en scène des femmes, des héroïnes, comme on peut le faire maintenant, notamment dans les romans young adult ou autres,
mais je pense que pour quelqu'un comme Lovecraft, ce serait totalement indécent. Ça serait pas Jane Sherman. Ouais, c'est déplacé en fait de son point de vue. Ouais, Parce que, Étonnant. ok. Donc, la chevelure de Méduse, on a cette héroïne négative, cette Marceline, qui est une femme fatale, magnifique. Vous me dites si vous n'entendez pas. Non, On s'entend un tout petit peu. D'accord. Qui est une véritable femme fatale, telle que la rêvent les décadents. Là, on est en pleine décadence. Hein. On évoque l'autre ère, quelque part, avec Durand, etc. Et malgré cette histoire raciste débile de la faible proportion de sang noir qu'elle a et qui explique tout son côté maléfique, eh bien, c'est une héroïne passionnée, maléfique, érotique même, et c'est très étonnant chez Lovecraft. Voilà. Et autre chose que j'avais envie de dire, dans la vie réelle, Lovecraft côtoie des femmes parce qu'il les trouve intéressantes, il les rencontre dans les conventions, il correspond avec elles, il y en a même certaines comme Catherine Moore qui sont des écrivaines. Mais dans son petit théâtre intérieur, c'est lui qui choisit les acteurs. Et il le peuple de quoi, son petit théâtre intérieur, de gens qui lui ressemblent, qui sont évidemment des hommes. Et là, bon, je pense que dans la chevelure de Méduse, il y a pour moi une sorte de référence à. Tu sais très bien qu'il adorait Machen, notamment le Grand Dieu Pan. Et on peut faire un rapprochement entre ces deux textes, hein, et les deux héroïnes aussi. Mais Fascination de la femme maléfique. C'est ça, et avec une sexualité prononcée. Une chose m'a frappé aussi, on parle beaucoup, je vous dis, il faut vraiment insister. Lovecraft, on s'attache à des mots. Les mots, pour moi, c'est des leurres. C'est-à-dire que quand on parle du vocabulaire Lovecraftien, indicible, innommable, indescriptible. Alors, indescriptible, souvent d'ailleurs, c'est la conclusion de 3 pages de tentatives de description. c'est vrai. Mais bon, c'est intéressant quand même. Mais tout ça, je pense que ce sont des fausses pistes. Il faut regarder dans le blanc, entre les mots. Il faut regarder vraiment ce qui n'y est pas. Il faut vraiment. Lovecraft aurait pu écrire dans toutes sortes de genres. Il avait une culture extrêmement large, avec une culture classique très forte. Il a à un moment donné choisi de s'exprimer dans le genre de la littérature fantastique. Ça n'est pas anodin, ça veut dire quelque chose. C'est pas un choix par défaut. Donc, il faut comprendre pourquoi, ce que ça veut dire. Et pareil, dans tous ces textes, il faut comprendre pourquoi il dit une chose ou pourquoi il ne la dit pas. Et par exemple, il y a un truc dans l'Appel de Cthulhu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il parle du bruit et de l'odeur que fait le grand Cthulhu au moment d'impact du bateau contre son corps. Tout à fait. Et il dit quelque chose que le chroniqueur ne se permettrait pas de rapporter ici. Ça n'est pas dit. Mais bon, c'est pas très difficile à deviner. Oui, effectivement. effectivement, oui. C'est quand même marrant de mettre ça en relation avec Cthulhu. Et pareil, ne jamais oublier, et c'est toujours là en dessous, de manière, ça apparaît comme ça, même dans les textes les plus sombres, l'humour de Lovecraft. Et l'humour, il en parle aussi, il en parle notamment dans les autres. C'est une manière de se défendre face à l'horreur, c'est une manière de tenir. C'est une des dernières choses qui nous restent. Il y a un côté parfois un peu cynique. Un côté un peu Oscar Wilde dans cet aspect-là. Oui. Mais est-ce que l'humour, est-ce qu'il n'a pas été un peu perdu dans les traductions et tout? Parce que j'avoue que moi, c'est pas vraiment l'aspect qui m'a le plus frappé chez lui, quoi. Donc. Alors, très honnêtement, Guillaume, je vais te faire je vais t'avouer quelque chose. Hein. J'ai dit tout à l'heure que j'ai lisé Lovecraft régulièrement plusieurs fois depuis que j'ai 11 ans. Moi, je l'ai découvert avant, et j'ai joué au jeu de rôle aussi, mais je l'ai découvert avant. Je ne sais pas pourquoi, c'était des livres qui étaient dans la bibliothèque de ma mère, et franchement, ils n'avaient pas leur place. Je me demandais ce que ça faisait là. Je voir. Non, mais ça détonnait. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je vais les regarder. Et donc, j'étais très frappé par ça. Et bien, quand j'ai commencé à retraduire Lovecraft en 2010, moi qui pensais le connaître un peu, j'allais dire, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas. Que je ne l'avais pas lu, en fait. C'est vraiment une grande leçon d'humilité. Hein. Je veux dire, je croyais être plutôt un bon lecteur. Mais c'est en le redécouvrant avec les textes, les textes originaux, c'est vraiment ça. Il y a un tel décalage parce que je sais pas qui a traduit les versions françaises avec lesquelles on a grandi et tout, mais
Plein de personnes. Je parlais de travail d'équipe, c'est-à-dire que, bon, on va pas donner des noms, mais enfin bon, par exemple, il y avait le travail de Jacques Papy, voilà, pour le citer, et Papy, son travail a été repris. Enfin, quand Lacassin a fait l'édition bouquin, il a chargé une dame qui s'appelle Simone Lamblin. Alors je trouve que c'est peut-être la moins méconnue des traductrices de Lovecraft, mais on devrait lui offrir des bouquets, des bouquets, et des bouquets. Et Lamblin a repris tout le travail de Papy, et plutôt bien. Mais après, si vous voulez, il y a d'autres choses qui n'ont pas été reprises, je sais pas, qui aurait peut-être dû l'être, mais ça l'est maintenant. C'est un travail de longue haleine. Il faut bien comprendre une chose, c'est que faire ce travail, je vous le dis franchement, j'en ai parlé avec d'autres, traduire Lovecraft, c'est 3 fois plus de temps que traduire un auteur normal, lambda. C'est vraiment à s'arracher, comme vous voyez. Il reste déjà plus rien. Non, mais le pire, c'est bon. Mais c'est pas grave. Et on ne peut pas le traduire. D'abord, je pense qu'il faut vraiment l'aimer, l'avoir fréquenté, être dedans. Enfin, je veux dire, l'une de mes armes, l'un de mes outils quand je l'ai commencé, c'est que j'avais tout lu. Plusieurs fois, donc je pouvais resituer un peu comme ça. Enfin, après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, je n'avais pas tout lu, j'avais plutôt rien lu. Donc, j'ai revu un peu les choses. Mais voilà, je pense que probablement les premiers traducteurs, 54 ou après, on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, non seulement on ne sait pas, mais en plus, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est impossible à rendre. On est payé... Non, mais on accepte le boulot, on est déjà foutu financièrement parlant. Ouais, on va pas s'en sortir. Hein. C'est clair que niveau trad... Mais du coup, effectivement, ça mène une question aussi, c'est est-ce que vraiment, enfin ouais, j'allais dire un peu comment traduire Lovecraft à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que David, toi, tu t'attaques à la tâche seul, ce que je trouve réellement difficile aussi. Est-ce que c'est pas plus facile des fois de pouvoir échanger justement avec d'autres traducteurs, comme Christophe, tu as dû le faire sur les morceaux qui ont été traduits pour la biographie. J'imagine que vous avez dû faire un glossaire commun, vous avez dû discuter des termes ensemble. L'exercice est réellement différent d'ailleurs au niveau du choix des mots, de traduire certains termes par d'autres. Est-ce qu'en discuter, c'est quand même pas plus facile? Ou est-ce que finalement, le gain de cohérence, parce que c'est toutes la même personne, ça apporte quelque chose? C'est sûr que effectivement, avant le gros travail en équipe, il a fallu créer des bases communes et déterminer un vocabulaire de base. Mais disons qu'il y a eu davantage à se mettre d'accord sur les manières de citer, par exemple, les livres, sur les manières de faire référence à quel titre, à quelle version française, dans quelle version française il fallait aller piquer des extraits. Quand il y avait des extraits de Lovecraft qui étaient donnés, il n'était évidemment pas question de les retraduire nous-mêmes. Nous avons retraduit que les choses qui étaient inédites, et il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup d'extraits de lettres. Oui. Alors, les extraits de lettres, on a cherché, quand j'avais déjà été publié en français, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça a été retraduit. Il y a eu pas mal de discussions entre nous, oui, parce que, disons que mon boulot était aussi d'unifier ce travail de personnes différentes et de faire en sorte qu'on ne voit pas trop les coutures, quoi. Oui, effectivement. Mais est-ce que quand on traduit Lovecraft à l'heure actuelle, David, est-ce qu'il y a une tentation d'essayer de peut-être un peu moderniser ces textes ou pas du tout? Est-ce qu'il faut le faire puisque finalement... C'est toujours la difficulté. C'est-à-dire que est-ce qu'on traduit le mot ou est-ce qu'on traduit le sens? C'est ce dont on parlait tout à l'heure à propos de Damned que j'avais à un moment donné traduit par putain, mais que j'ai repris là. C'est pas simple. C'est une époque. Alors j'essaye aussi de rendre l'époque. J'allais dire que j'essaie de traduire au minimum. C'est-à-dire, j'essaie de coller autant que possible au plus près du texte. Si Lovecraft dit there is, je mets il y a la plupart du temps. Je me permets pas, si vous voulez, pour moi c'est pas un pont d'envol. C'est pas, je suis pas là pour faire des cabrioles. C'est pas ça. Donc je le rends lui en essayant de respecter aussi son vocabulaire. S'il y a des mots qui paraissent un peu compliqués, là par exemple j'avais amanuensis dans Dexter Ward. C'est un mot qui existe en français. Et je l'ai laissé. Je n'ai pas à le traduire. Alors je me permets de mettre une petite note de page parce que je pense que le sens est un peu perdu. Mais Lovecraft l'a utilisé, et comme il a cette culture, vraiment, ce qui me frappe énormément dans ses textes, que ce soit Dexter Ward ou d'autres choses, pardon, je parle beaucoup Dexter Ward parce que je l'ai rendu là il y a 2 semaines. Oui, mais c'est... Pardon, et puis c'est une œuvre qui m'a
posait beaucoup de problèmes et apportait aussi beaucoup de plaisir. Ce que je veux dire, c'est que Lovecraft, il a une très forte culture gréco-latine. La présence de l'histoire chez lui, dans son œuvre, elle est phénoménale. C'est aussi le même dans Providence, la géographie. Il faut le rendre dans la traduction. C'est-à-dire que quand il y a des mots en latin ou en grec, eh ben, il faut les laisser en latin ou en grec. Quand il y a des mots, quand l'histoire est là, il faut bien voir une chose, c'est que qu'est-ce qu'on traduit à un moment donné? On ne traduit pas que des mots, c'est aussi un savoir et une atmosphère, comme il le dit, Lovecraft, c'est un auteur d'atmosphère, c'est pas l'action. Oui. Enfin, c'est d'abord l'atmosphère. Donc dans l'Exterroir, le texte est totalement nourri de figures historiques. Et moi, je faisais des recherches parce que je m'attache aussi à l'appareil critique, à la préface, aux notes de bas de page, etc. Donc je faisais des recherches et je me suis aperçu que beaucoup des personnages de l'affaire Charles d'Exterroir, des figures historiques, donc les gens qui le lisent à son époque à Providence, enfin en tout cas aux États-Unis, ben, ça leur parle. Mais nous, en France, au XXIe siècle, ça nous dit rien. On ne sait même pas si c'est des personnages de fiction ou réels. En fait, c'est des personnages historiques. C'est comme si, je ne sais pas, moi j'écris un roman avec Danton et Robespierre, vous, évidemment, ça va évoquer des choses. Et pour un Américain, probablement, ça n'évoque rien. Bon, bah ça, si vous voulez, si Lovecraft l'utilise, c'est que ça a un sens pour lui. Le passé est là. Nous sommes otages du passé. Bah, il faut le rendre. Et le travail de traduction, bah, je ne vais pas traduire un nom de personnage, ça n'a pas de sens, je ne traduis pas un nom propre. En revanche, je peux mettre une petite note de bas de page pour resituer, pour faire montrer l'histoire. Ouais. Et du coup, j'imagine aussi que peut-être la traduction de Je suis Providence de Joshi, ça a pu aider justement à resituer ça un petit peu. Tu t'en es servi ou pas du tout? Non, alors j'avoue, à ma grande honte, je n'ai pas lu l'ouvrage de Christophe, tout simplement. Où l'ai-je mis? Parce que tu as lu la VO. Ben, c'est un peu le problème. Oui, effectivement. Oui, alors voilà, et c'est vrai que alors, je lis des choses en français sur Lovecraft, hein. J'avais lu ça, Maurice Lévy. Alors c'est marrant, c'est que c'était une thèse. Le directeur de thèse, c'était mon prof d'anglais en hypocanicale. C'est assez rigolo. Ouais. Je ne savais pas du tout que ce monsieur qui était très british, était et aussi traducteur de Faulkner, je crois. Je ne savais pas du tout qu'il avait dirigé une thèse sur Lovecraft. J'ai découvert ça 10 ans après, ou l'ouvrage de Welbeck que j'ai relu, là, qui est vraiment très bien. Oups. Pardon. Donc voilà, je lis beaucoup en anglais, en fait. Ouais. Je lis beaucoup en anglais, en américain. D'accord. Mais là, la question aussi, en fait, justement pour faire le lien avec la biographie et ce que tu disais sur le fait de resituer, ça, Christophe, tu pourras peut-être plus nous répondre, c'est le côté, en fait, les événements de la vie de Lovecraft, qui a eu des événements, je veux dire, comme par exemple la mort de son grand-père qui l'a extrêmement affecté, et d'autres événements plus tardifs. Est-ce que ça a réellement eu un impact aussi sur son écriture? Je parle bien un peu des thèmes aussi, mais aussi de sa façon d'écrire. Parce que David, tu disais plutôt qu'il avait une écriture qui avait beaucoup évolué, en fait, sachant qu'il a commencé à écrire très très tôt d'ailleurs, hein. Donc voilà, est-ce que vraiment, ouais, ça se ressent? Ce qu'on découvre dans la biographie, ce que j'ai découvert quand j'avais lu à l'origine, quand j'ai lu la première version anglophone, c'est l'interaction constante entre les événements de la vie de Lovecraft et son écriture. Avant la mort de son grand-père, il y a, alors qu'il est tout petit, la mort de sa grand-mère, et il se met à faire des cauchemars sur des créatures bizarres qu'il appellera plus tard, alors en français on les appelle les maigres bêtes de la nuit, parce que c'est une belle expression, hein, les night gowns, et qui seront présents dans son œuvre à plusieurs reprises. Et puis il se passe des choses, il rencontre des gens, il va visiter le Vermont, il rencontre un vieil ermite qui vit tout seul dans une cabane au milieu d'une forêt très mystérieuse, et ça devient celui qui chuchotait dans les ténèbres. Il va visiter un quartier pourri de New York, et ça devient l'horreur de Red Hook. Donc justement, voilà. Pardon Christophe, pour rebondir justement là-dessus, je pense que ça n'est pas un hasard si Horreur à Red Hook et lui, qui sont deux des textes les plus racistes de Lovecraft, ont tous les deux été écrits en août 1925, par une chaleur que j'imagine caniculaire, alors qu'il est seul, perdu, angoissé, à New York. Alors que comme il le raconte dans lui, New York est en train de tourner à l'aigre pour lui, c'est-à-dire le côté un peu enchanté, le New York de comédie musicale qu'il a connu avec sa femme, et bien là, elle est partie bosser ailleurs, il est tout seul dans un petit appartement pourri, il y a des voisins qui font du bruit, les rues sont sordides, il est dans un immeuble qui est un vrai labyrinthe de icônes
fera jamais tous les détours, et il a l'impression de vivre un cauchemar. Voilà. D'accord. Et c'est souvent ça, hein, je trouve. Et, bon, en fait, ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir, donc ce qu'on disait, c'est que même à l'heure actuelle, on voit de plus en plus de nouvelles traductions, parce que tu disais, David, tout à l'heure que ça a été commencé à être traduit à partir de 54. De mémoire. Bernard, c'est ça, À peu près, ouais. Christophe? Oui, de mémoire. D'accord. À vérifier. Et on voit de plus en plus, en fait, justement, on voit fleurir, par exemple, il y a Point qui réédite une partie des textes, Brajlon le fait aussi, on a l'intégrale qui arrive chez Nemos. On voit quand même peut-être une recrudescence d'intérêt pour l'auteur, et ça peut être, bon, alors effectivement, il y a le côté domaine public, mais pas que, en fait, puisqu'on le voit aussi même dans la culture populaire, s'infiltrer de plus en plus, entre guillemets, même dans des films, etc. Et pour vous, enfin, comment, à votre avis, comment on peut, en fait, à l'heure actuelle, reprendre un récit qui va s'inscrire dans les pas de Lovecraft, en fait? Tu veux dire pour Guillaume? Là, c'est Bah, à Guillaume de ouais, répondre. c'est plus pour Guillaume, effectivement, puisque toi, tu l'as fait l'exercice de reprendre un récit de Lovecraft. Oui, mais moi je l'ai fait en abordant un peu le truc de façon, entre guillemets, bon, c'est un peu prétentieux de le dire peut-être, mais de façon classique. J'ai pas essayé de l'inscrire dans le monde contemporain. Mais par contre, bon, ce qu'on disait avant de commencer la discussion et qui me paraît très juste, c'est il est très voilà, complotisme compatible, que ce soit en tant que critique ou alors lui en tant que caution. Hein. Là, j'ai vraiment la sensation que tout ce qui est QAnon, Illuminati, le genre de délire qu'on a maintenant, ça a des points communs avec les cultes des grands anciens, des savoirs secrets planqués dans les coins, et les gouvernements qui font des choses dans l'ombre. Bon, même si lui, il n'est pas trop porté sur ça, j'ai l'impression, mais disons, Si, si. Ah, si, en fait, j'allais te dire, regarde le cauchemar Non, mais. d'Innsmouth, par exemple. Oui, oui. Si, ouais, si. mais Non, mais c'est une phrase par-ci, par-là. Dans Dexter Ward, il y a une phrase sur qu'arriverait-il si, à un moment donné, que devrait, à l'échelle nationale et internationale, voilà, si les gouvernements ne pouvaient plus cacher la réalité. Une phrase. Hein, c'est 300 000 signes. voilà, Hein, mais je parle de 30 signes, là. il le distille, mais je pense voilà, que si on faisait du Lovecraft vraiment contempo, en fait, lui était vachement précurseur sur ce genre de choses qui ensuite ont nourri tout ce qui était X-Files, et tout ce genre de trucs. Et je pense voilà, qu'il est très contemporain à cause de ça. Quoi. Qu'en Mais fait, c'est intéressant parce que c'est pas, s'il y a de la conspiration chez Lovecraft, c'est pas une conspiration diabolique, c'est une conspiration malfaisante destinée à nous exploiter. C'est une conspiration de tous les gouvernements, les officiels, les gens qui savent, les religions, les intellectuels, destinée à nous permettre, in extremis, de garder notre santé mentale. On ne s'agit pas ce qui est mauvais pour nous. En fait, c'est une D'accord. conspiration bienveillante. Alors oui, bah, même si tu as les personnes qui veulent, les rêveurs, enfin bon, les cultes visant, il y a des cultes diaboliques aussi, visant à faire revenir, on l'a dans Redouk, ou visant à faire réveiller Cthulhu. Mais tu as raison, Christophe, les conspirations du gouvernement sont plutôt là pour nous cacher la vérité, de façon à ce que nous ne basculions pas dans le chaos, la folie, la mort. ouais, chez lui, en fait, c'est le savoir qui est dangereux et il faut être maintenu dans l'ignorance pour éviter de réveiller des forces ou alors simplement de devenir fou en les découvrant, en comprenant des choses trop vastes. Quoi. Le savoir doit être réservé aux gens qui méritent le manier. Mais c'est Le savoir doit être réservé aux gens qui ont la capacité de le manier. Et ça, c'est vraiment oui, d'ailleurs quelque chose de en gros, récurrent, on a personne. l'impression. Hein. C'est-à-dire, Mm. non, mais c'est-à-dire en gros, personne. Alors, c'est vrai qu'il parle des lettrés, des cultivés et tout ça, mais en gros, personne. C'est comme l'anneau de pouvoir chez Tolkien. Même Gandalf ne peut pas le porter. Euh, c'est vraiment pourquoi Lovecraft aujourd'hui. Et je pense que tout simplement parce qu'il a décrit le monde tel qu'il est et que nous en prenons chaque jour de plus en plus conscience. Et que c'est quelque chose d'extrêmement angoissant, de vertigineux et d'effrayant. Oui. Moi, le truc que je trouve très moderne chez lui, c'est qu'en fait, bon, il a écrit ses textes dans le bouillon culturel voilà, de Freud, des travaux sur la radioactivité, des travaux de Einstein aussi. Et en fait, il y a quelque chose voilà, dans le bain culturel dans lequel il était qui touchait en même temps à l'univers, à l'absolu, à des nouvelles frontières de l'imagination.
et aussi à des choses plus intimes, plus intérieures, les travaux en psychanalyse, en psycho, qui faisaient un lien entre voilà, ce qu'on a à l'intérieur de soi, sa petite pensée, son intériorité, et des puissances cosmiques énormes. Il y a une espèce de dézoom en fait dans le travail de Lovecraft, une ampleur monstrueuse, et qui est en contraste avec ces héros victoriens un peu voilà, bien propres, qui incarnent un empire britannique idéalisé, qui entre en confrontation avec cette modernité brutale, ces nouvelles frontières, euh, voilà, qui casse un classicisme pour aller vers quelque chose de complètement fou et voilà, qui dépasse l'entendement, quoi. Et donc je pense que cette espèce d'ouverture des portes de l'imaginaire, c'est quelque chose qui le caractérise et qui fait qu'il soit un peu indépassable. En tout cas, pour le moment, avant qu'il y ait un nouveau Lovecraft ou, je sais pas, quelqu'un Non, d'autre mais qui fasse... il y aura pas de nouveau Lovecraft. Il n'y a pas de nouveau Tolkien, il n'y a pas Ouais. il y a pas de nouveau Balzac, il n'y a pas de nouveau Flaubert. Chaque grand auteur est son sommet. Il y aura de nouveaux auteurs, il y aura de nouvelles montagnes en tant qu'auteur, mais un nouveau Balzac, pardon, un nouveau Lovecraft, ça n'a pas de sens en fait. Il parle, tu parlais de psychanalyse, bon, on se souvient de la citation où il parle de Freud et de son symbolisme puéril. Moi, je trouve que là-dedans, derrière cette petite phrase un peu méprisante, c'est dans Par-delà le sommeil, par-delà le mur du sommeil. Par-delà le mur du sommeil, c'est un micro-manifeste cosmique. C'est-à-dire qu'à travers ça, il nous dit sur un ton ironique, les choses importantes, c'est pas les sentiments et les affects que vous avez au fond de votre tête, c'est ce qui se passe au niveau du cosmos. C'est ça les vrais gros trucs. Nous ne sommes pas les acteurs. C'est ça qui est extrêmement angoissant chez Lovecraft, c'est que, en aucun cas, nous ne sommes les acteurs de rien, même pas de nos vies, même pas de ce que nous ressentons. Même pas de notre mort. Ouais. Même pas de notre mort. Et j'ai presque envie de dire, la mort n'est même pas un échappatoire. C'est ça qui est absolument terrifiant. Il n'y a pas d'échappatoire. Je ne sais pas où me réfugier. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ces thèmes, finalement, ce que disait Guillaume, là, c'est que c'est quand même quelque chose de très moderne, et ça peut expliquer aussi, par rapport à l'état actuel de notre monde, hein, qui est aussi angoissant, et où je pense qu'on voit pas vraiment d'avenir. On voit que l'avenir, c'est très difficile, en tout cas, et il y a peu d'espoir. Est-ce que c'est peut-être pour ça que son œuvre est peut-être plus exploitée aussi en ce moment? Ça pourrait avoir un lien direct, vous pensez, ou... Parce qu'elle était pressogène, tu veux dire? Ouais, exactement. Non, mais c'est le cas, hein, je veux dire, lire Lovecraft, effectivement, c'est angoissant, et c'est pas angoissant juste parce que, bien que l'ambiance soit très présente et oppressante, il n'y a pas que ça d'angoissant, il y a vraiment ce côté, justement, toute cette dimension cosmique, peu d'espoir, etc. Et là, en ce moment, on voit, hein, il y a plein de... L'espoir chez Lovecraft, il n'y en a pas, mais on s'en fout. Hein. On n'agit pas par ciel d'espoir. Ça apparaît dans plusieurs nouvelles, notamment encore dans Dexter Ward. On n'agit pas par ciel d'espoir. On agit pour des questions de dignité. Hein, on agit parce que quand même, on le fait quand même. C'est tout ce qui nous reste. Moi, ce que je trouve très angoissant chez lui, c'est que ces personnages, c'est pas l'héroïsme classique de la chevalerie, des choses comme ça. C'est des gens qui sont mis en valeur pour leurs compétences, leur métier, et qui sont toujours des chercheurs, des gens rationnels, qui se perdent par leur rationalité en allant chercher dans des domaines qui les dépassent, quoi. Et en fait, que la connaissance et les recherches, ça finit par les détruire. Et cette chose, je trouve que c'est profondément angoissant, parce que ça veut dire qu'il vaut mieux effectivement rester ignorant et rester dans un enfermement prostré comme ça, plutôt que d'essayer de s'ouvrir, parce que s'ouvrir, ça tue. Et l'image d'ailleurs du Necronomicon, que le livre soit l'objet le plus maléfique chez lui, je trouve que c'est assez révélateur. C'est angoissant. Une nouvelle qui n'est pas sa meilleure, mais qui est pas mal quand même, qui est l'Abomination de Dunwich. Le brave docteur Armitage qui va combattre le monstre à la fin tout seul avec un petit jet d'eau et un bouquin. Il n'a pas le choix de faire ça. Il a le savoir, il connaît quelques éléments, il connaît quelques petits trucs magiques, des traditions qu'il a trouvées à la page je ne sais plus combien du Necronomicon. Il est obligé d'y aller, ça va le rendre à moitié fou. Ça va lui faire péter les plombs, il va en perdre le sommeil et à la fin il va en rester marqué à vie. Mais il n'a pas le choix, il faut qu'il y aille. C'est le devoir du gentleman. Et c'est la même chose avec le docteur Willett dans Dexter Ward. Il descend dans les catacombes avec sa lampe de poche. Non mais franchement, vous imaginez le héros d'un roman d'aventure avec des monstres? C'est un vieillard avec sa lampe de poche.
il perd en plus. Il n'a pas le Oui, choix qu'il de perd, ne ouais. pas être courageux. Et il y va, il n'a pas le choix, c'est ça. Et c'est une question de dignité. Et c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête, justement, quand on lit ou quand on traduit Lovecraft, c'est une certaine forme de quant à soi. D'accord. Alors qu'il peut être... Il y a un mot qui m'a beaucoup frappé, j'étais très surpris de le voir, et je suis allé le chercher ailleurs, c'est le mot méditation. Dans Dexter Ward, le mot méditation, et aussi un autre mot qui est le mot résignation. Il ne parle pas d'acceptation, hein. C'est de la résignation. Ce qui est fou, pareil, il ne faut jamais oublier, Lovecraft a été au XXe siècle, dans l'ensemble, assez mal traduit, mais parfois extrêmement mal traduit. Il n'empêche que même avec ces mauvaises traductions, quelque chose est passé. C'est dire la force de l'auteur, hein, c'est dire la force du matériau d'origine. Quelque chose est passé. Donc c'est un auteur qui est une puissance rare. Je veux dire, même mal traduit, il est bon. C'est ça qui est fou. Hein. Puisque tu parles beaucoup, David, de l'affaire Charles Dexter Ward, pour faire un petit clin d'œil au sujet sur le pouvoir des mots, est-ce que tu ne trouves pas que c'est une des nouvelles qui correspond le plus à cette notion du pouvoir des mots? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à la fin, puisque ce sont les mots qui permettent de chasser le mal, hein, de tuer le sorcier Curvet. Je ne sais pas si... Bref. Voilà, spoil. Mais il y a toujours... De toute façon, Lovecraft, ces histoires sont souvent... C'est des histoires d'histoire. C'est l'histoire d'une histoire. Comment l'histoire nous est-elle parvenue, et au sein même de l'histoire, si on regarde l'appel de Cthulhu, si on regarde les montagnes hallucinées, si on regarde même des textes peut-être plus mineurs comme le Temple, etc., c'est comment cette histoire nous est-elle parvenue. Et ce qui est frappant, si vous voulez, dans Dexter Ward, parce que là, tu m'as dit le thème du mode imaginaire, c'est pouvoir. Alors chez Lovecraft, je vais te dire, c'est l'impuissance. Hein. C'est l'impuissance à dire, ou le retard. Le jeune Charles essaye d'exprimer, de dire, il veut parler peut-être un peu à ses parents, il veut se confier plutôt au docteur Willett. Ça passe pas. Les mots sont là pour dire notre impuissance, quand on les trouve. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Et voilà, plus personne n'en trouve. Non, c'est vrai que c'est... Enfin, ça faisait longtemps que je l'avais pas relu, Dexter Ward, mais... De cette impuissance des mots, c'est certainement la couleur tombée du ciel. Qui est magnifique. Alors évidemment, comment décrire cette couleur? Là, il n'y a plus les mots, là. Là, il n'y a plus les mots. Mais si on regarde cette nouvelle, je la trouve bouleversante, enfin, comme beaucoup de... Parce que là, bon, le texte de Lovecraft, c'est génial, parce qu'il y en a des géniaux, des moins bons, enfin, cette nouvelle elle est bouleversante, je trouve. Mais l'horreur, c'est pas cette couleur tombée du ciel, et ces gens qui tombent en poussière, l'air qui devient gris, et les vaches qui se désagrègent. C'est le fait que ces pauvres fermiers... Ça y est, j'ai encore fait un spoiler. Bon. Mais c'est le fait que ces pauvres fermiers appellent à l'aide. Ils vont voir des journalistes, ils vont voir des universitaires, ils vont voir la police, tout ça. Personne, d'abord on ne les croit pas, on se moque d'eux, qu'il y a des choses à faire. L'horreur, c'est des ploucs. L'horreur, c'est qu'on ne les entend pas. Oui, c'est qu'en fait, ils sont coupés de la société humaine. On ne les entend pas, ils seront perdus. L'horreur, elle n'est pas venue d'ailleurs, l'horreur. Hein. Elle est chez nous, hein. C'est nous. Et c'est marrant, d'habitude, j'ai l'impression que dans ces textes, les héros vont chercher l'horreur, ils font des expéditions entières pour aller se mettre dans la gueule du loup. Et là, c'est un des exemples, justement, où ça leur tombe dessus, littéralement, c'est carrément le titre. Hein. Et comme tu dis, ils sont impuissants et le monde autour les laisse crever, quoi. Et ça, c'est un thème, j'ai C'est marrant l'impression... parce que c'est une des nouvelles où il a de l'empathie pour des petites gens, quoi, je trouve. Chose que je trouve un peu inhabituelle. Eh ben, il en a quand même dans Par-delà, alors c'est partagé, mais il en a quand même aussi dans Par-delà le mur de sommeil, il a quand même aussi dans Horreur à Redoux, curieusement. À la fois, il peut se moquer d'eux, et en même temps, il y a cette phrase assez bizarre où il dit finalement qu'ils étaient sympathiques, un peu comme des animaux. D'accord. C'est la pitié d'eux, ouais. Oui. Comme des petites et bêtes. je pense qu'à la limite, dans leur simplicité rude, à la limite, ils les préfèrent peut-être à des sortes de sournois plus élaborés, je sais pas quoi. Ça. Bon.
Ça n'a pas forcément de rapport, mais en parlant de mots chez Lovecraft, il y a, moi, ce qui m'avait marqué aussi dans les lectures, et c'est peut-être juste un gadget en fait. D'ailleurs, j'ai vraiment ce sentiment, c'est quand il utilise en fait une sorte de pseudo-langage qu'il a inventé. Enfin, c'est pas vraiment un langage construit, j'ai l'impression, c'est les fameuses formules rituelles, par exemple le Fatagan, ou tous ces trucs qui Oui, accompagnent les invocations d'anciens. oui, Euh, oui. Mais c'est un jeu. Enfin, je peux. Attends, je vais essayer de. Pardon, ouais, ouais. je vois. Peut-être. Ah, non, je me suis coupé, pardon. Euh, je fais des bêtises. Non, C'est bon, tu es de retour. excuse-moi, je sais pas comment on tourne l'image. Bon, je voulais vous montrer des fois. Vous m'entendez ou j'ai Oui, coupé oui, le son? non, non, Oui, oui, c'est c'est bon, bon. on t'entend, pas de souci. Non, ah, pardon. Vous m'entendez là, hein? Ouais, Oui, oui. non? Oui, 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 très bien. Oui, oui, oui. Je disais, il y a un aspect ludique. C'est marrant. Je veux dire, Lovecraft, il a aussi de l'humour, quand même. Il y a un côté marrant. C'est très frappant dans Dexter Ward. Il y a un côté petit soldat. Alors, on va mettre une unité là. Puis toi, tu vas attaquer la ferme. Puis toi, tu vas garder la porte près de la rive. Oui. On va faire des coups de sifflet. Première, voilà, on attaque, tout ça, machin. Il y a des codes, il y a des messages codés. Il faut décoder les messages. Il y a des formules avec des mots bizarres, tout ça. Je sais pas, il y a un côté jeu d'enfant. La Euh, part de l'enfance, d'ailleurs, ce qui me frappe chez Dexter Ward, hein, 1927, c'est la fin d'un enfant. 1927, Lovecraft avait déjà 37, 37. ouais, Alors non, 37 ans. oui, enfin, c'est janvier-mars. Donc, Ouais, donc 36, 36. 37. Bah, il naît en août, il meurt en mars. Bon, enfin, Mm. pardon, en 37, c'est 27 au texte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait 26 ans Ouais. quand il a écrit. Mhm. Il y a un deuil qui est fait là-dedans. Euh, un deuil de, un deuil de l'enfance, un deuil aussi probablement des rêves qu'il avait, d'une vie plus normale, d'une vie avec peut-être plus de réussite, et aussi sur le plan littéraire, probablement. Hein. Toute une bonne partie de l'œuvre de Lovecraft, c'est le retour au paradis de l'enfance, avec ce grand-père et cette bibliothèque qui lui fait lire des livres, Les Mille et Une Nuits, tout ça. Le docteur Willett, dans l'affaire sur Dexter Ward, pour moi, c'est l'équivalent du grand-père pour Charles. Pour Pour Lovecraft. Ouais, parce qu'effectivement, son grand-père, c'est lui qui lui a apporté un petit peu cette ouverture, qui lui a fait lire notamment l'Iliade et l'Odyssée, qui lui a fait lire Les Mille et Une Nuits. Donc c'est vrai qu'il il a y a eu. aussi un confort matériel. Ouais. Hmm. La grande maison avec les serviteurs. La grande maison avec les serviteurs, les Ouais. domestiques, les personnages domestiques chez Lovecraft, c'est quand même on parle des femmes, enfin, qu'est-ce que ça dit de nous? Ok, on a su voir qu'il parlait mal des femmes, et quid des domestiques? Non mais franchement, il mérite pas qu'on en parle aussi. Euh, Mais le sort des domestiques dans De l'au-delà, ou même encore une fois, Dexter Ward, où il dit que les domestiques, heureusement, n'ont pas trop d'imagination, sinon ça nous aurait valu des commentaires de la part des journaux bien pires que ceux qu'on a eus. Enfin, les domestiques sont là pour crever, crever et dire des bêtises. Mais on retrouve ce côté, en fait, justement, il y a quand même des moments où il a assez peu de considération, mais on l'avait déjà un peu dit. Même dans, par exemple, La chose sur le seuil, où on voit que les gens vont faire que colporter des rumeurs, et encore ne peuvent jamais, entre guillemets, les petites gens ne peuvent jamais aller au-delà, en fait, ne peuvent pas percer ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a une nouvelle de Lovecraft sans rumeur? Alors oui, bien sûr. Ça serait intéressant, Christophe, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur la rumeur chez Lovecraft? Je sais Pas à ma connaissance, mais c'est vrai que c'est un thème, évidemment. Oui, il y a toujours des raconteurs, je sais plus quel terme ils utilisent, mais voilà, ils ont murmuré, ils ont fait sauter. Voilà. La rumeur. Toutes La ces rumeur. activités secrètes provoquent Charles Dexter Ward doit quitter sa maison pour aller s'installer dans la petite baraque isolée. Petit bungalow. Oui, Oui, pour éviter que la rumeur, justement, se répande, et enfin, oui, enfin, elle se répand quand même. oui. Mais bon. En même temps, bon, il la dénonce. Mais les rumeurs, bon, il y en a dans beaucoup de textes, hein, mais dans presque tous les textes. Mais il les dénonce, mais en même temps, elles sont quand même bien utiles pour mener l'enquête. Oui, effectivement, enfin, scénaristiquement, clairement, elles apportent pas mal de solutions et pas mal d'éléments qui permettent de s'accrocher Oui, au lecteur aussi, oui, de oui, c'est suivre. ça. C'est des indices. Mm. Mais franchement, enfin, je trouve génial que cette œuvre
sont encore vivantes, et peut-être même plus que jamais, avec tous ces textes qu'on a écrits autour. Mais c'est très, 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 très difficile. Pour moi, il y a un côté. On parle de formules magiques, de sortilèges. Moi, j'en suis venu à me demander si les mots chez Lovecraft, si les nouvelles chez Lovecraft, ce ne sont pas des sortes d'incantations, hein, presque. Qui D'ailleurs, donne des cauchemars à tout le monde. Voilà, c'était le but. euh, Il a ça, bien réussi. ça me fait penser, est-ce qu'il y a on retrouve parfois une rythmique particulière, en fait, dans l'utilisation des mots et dans le découpage des La phrases? voix passive. Ouais. Oui, oui, oui. La voix passive, une façon de présenter les termes qui n'est pas, j'allais dire, la façon naturelle. Bon, alors, mais oui, oui, la voix passive, elle est très fréquente. Donc, je pense qu'il faut la respecter autant que possible, même si on en a un peu perdu l'habitude aujourd'hui. La voix passive qui est une tonique de style obligatoire dans le discours scientifique, dans l'écriture d'un scientifique. Hein, c'est pas un hasard. Hmm. Alors, je disais que la voix passive est une tournure de rigueur dans l'écriture d'articles scientifiques. Oui, Parce d'accord. que, Et Lovecraft lisait beaucoup de parutions scientifiques, il se renseignait. Il en écrivait Ouais. et il en publiait. Bien écoutez, si vous avez d'autres choses à ajouter, en tout cas, enfin merci pour tous ces éclairages justement sur ce qu'apporte Lovecraft, qui on voit est d'ailleurs très vivace, puisqu'on a, il y a énormément de productions à l'heure actuelle qui reprennent son œuvre. On le voit ne serait-ce que cette année à travers le cinéma avec la couleur, enfin avec la couleur tombée du ciel qui a été reprise, très très modernisée et mis différemment, avec aussi indirectement avec la série Lovecraft Country, etc. Ce qui laisse à présager d'ailleurs que son œuvre est très très loin d'être morte en fait, puisque on voit fleurir de plus en plus de références et d'ailleurs de plus en plus ouvertes en fait à Lovecraft. Là où avant, quelques années auparavant, elles étaient un peu plus discrètes, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que là maintenant, on admet ouvertement qu'on s'inspire de Lovecraft, là où par exemple il y a 20 ans derrière, c'était moins le cas. Ah oui, bah ça, moi je plaide coupable. Hein. Et ça, bon, il n'y a pas de mystère. Ça s'est débloqué au moment où il est tombé dans le domaine public. Hein. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient dans mon cas, qui avaient envie de travailler dans cet univers-là, parce que bon, c'est une mythologie à part entière. Hein. C'est comme, voilà, on parlait de l'Iliade et l'Odyssée, et les contes et C'est légendes. une communauté aussi. Oui, et vraiment, c'est un univers qu'on a envie de s'approprier, de remanier, de remodeler. Et donc, forcément, quand on tournait un peu autour, à faire des petits clins d'œil, des citations un peu obscures, sans jamais vraiment vouloir citer les lieux, les créatures, les personnages, il y avait quelque chose de frustrant. Alors que maintenant qu'on peut y aller à fond la caisse, voilà, autant le faire, quoi. Après, bien sûr, ça pose le problème de un peu violer l'œuvre d'origine, quoi, ou de faire des trucs pas à la hauteur. tout ça, tout ça n'a rien à voir avec l'histoire du public. Peut-être c'est intimidé. Tout ça n'a rien à voir avec l'histoire du domaine public. Peut-être c'est intimidé des auteurs dans le genre, mais en fait, aucun policier de la propriété intellectuelle n'aurait pu venir mettre la main sur toi parce que tu aurais évoqué Cthulhu, par exemple. Il n'y a pas de copyright sur Cthulhu, tu vois. Et même s'il y en avait, ça n'a rien à voir avec les 70 ans d'abord de Lovecraft. Bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même eu un déclic. Il y a un seul élément qui a été copyrighté comme ça, c'est Braille qui a fait breveter quasiment ou copyrighter ces Ctoniens, hein, ces espèces de grosses images qui a été dans les computers. Ça, tu n'as pas le droit d'en parler. Ah, je savais pas. Toutes les créations Lovecraftiennes, effectivement, personne ne peut t'en faire. Mais il me semble qu'il y avait aussi Chaosium qui posait problème Alors, avec Chaosium, en fait, l'appellation l'appel de Cthulhu, quoi. Chaosium, exactement, en Oui, fait, tu ne peux pas protéger un Call of titre. Cthulhu, le jeu de rôle officiel. C'est-à-dire que c'était pas tellement. Le jeu de rôle, c'était trademark qui s'appelle l'appel de Cthulhu. Donc si tu fais une référence, tu peux pas appeler un jeu de rôle l'appel de Cthulhu, mais rien ne t'empêche de parler de l'appel de Cthulhu ou de Cthulhu. Parce Alors, que Chaosium n'a pas la propriété de cette créature. effectivement, sur le point de propriété intellectuelle, Chaosium, en fait, on ne peut pas protéger un titre, déjà, il faut le savoir, on ne peut pas protéger un titre de roman. Pour contourner ça, Chaosium a déposé le titre dans le domaine du jeu, où là, c'est protégeable. Donc, effectivement, on ne peut pas appeler un jeu de rôle l'appel de Cthulhu, par contre, on peut appeler un jeu de rôle juste
Cthulhu, par exemple. Et ça ne gêne pas. Mhm. D'ailleurs, il y a un éditeur suédois, Fria Ligan, qui a lancé un financement participatif pour les Montaigne hallucinées, la version illustrée par François Barranger. Et il débloque dedans des éléments de jeu de rôle, en fait. C'est assez intéressant, qu'ils appellent juste Cthulhu. Donc, effectivement, après, KGM est installé depuis tellement de temps que c'est compliqué, puisque c'est eux, en fait. On voit pas, quand on pense l'appel de Cthulhu en termes de jeu de rôle, on voit vraiment juste Chaosium, quoi. Voilà. Donc Christophe vient de m'envoyer un message pour Oui, dire que son on a téléphone vient de perdu lâcher. Christophe. On vient de le perdre. Bon, en même temps, on a déjà vraiment pas mal dépassé. Et je vous ai déjà pris beaucoup de votre temps. Moi, je voulais vraiment vous remercier encore une fois pour cette soirée, pour cet échange. Et tu peux les remercier eux surtout, hein. Moi, je me suis un peu tourné les pouces. Bah, voilà, pas Non, beaucoup mieux. merci à vous pour l'invitation. Et donc, Ça, on ça me a. sort de ma... Ça te sort un peu justement de ton travail de traduction. Enfin, ça fait combien de temps que tu Oui, de travailles mon dessus? entre... Vraiment, ça fait combien de temps à peu près là que tu fais j'imagine que tu ne fais pas que ça quand même, ou tu... Ou Alors, si? non, non, mais là, enfin, bon, le problème, c'est qu'il y a toujours des choses à côté. Si tu Ouais. veux, la vie, elle est ce qu'elle est. Mais c'est vrai que j'ai réduit beaucoup de mes activités, voire la plupart extra traduction. Donc, si tu veux, le métier d'agent, voilà. Je suis vraiment dessus, ça fait 2 ans. Mm. Ça... Combien de signages, juste par curiosité? Si tu as une Ça idée. va faire quelque chose. Ce sur quoi je travaille, pour ma partie, l'édition, c'est aux alentours de 4 500 000 signes. 4 500 000 signes. En comprenant, je compte le préfaciaux. Ça va faire 3 500 000 signes. Donc, bon, moi, j'ai fait pas mal de préfaces, de journaux, de quoi. C'est ça, c'est 3 500 000 signes, 3 millions 4. Voilà, il est obligé de faire des calculs pour se rendre compte. Mais non, si tu veux, c'est-à-dire que le travail n'est pas fini, mais c'est quand même. Oui, c'est gros. C'est tout. C'est 6 volumes. C'est gros. Alors, 7 avec mon journal. Ouais. Oui, effectivement. Et journal qui, du coup, reprend enfin, Ah, pour moi, va être vraiment très intéressant à suivre. Parce qu'au départ, effectivement, comme tu le disais, c'était quelque chose qui était débloqué dans le financement. Et quand j'avais vu le oui, truc débloqué, je me suis dit, ah à la bah c'est fin. cool. Mais en fait, là, je pense que ça va venir. Bah, C'est... c'est sûr qu'il a pris une autre dimension, là. Ouais, ouais, non, Là, mais c'est ça. Et puis il y a le voyage à Providence, tu vois, parce que le Ulule a permis de financer ce voyage à Providence. Alors j'avoue que, je sais pas, je pense que le rêve de tout Lovecraftien, c'est d'aller à Providence. Ouais. Donc j'ai passé quasiment 3 mois à Providence pour aller à la bibliothèque, tout ça, voir les manuscrits et autres. J'y suis tombé malade, j'ai détesté. D'accord. C'était nul, évidence. Non, c'était pas nul. Non, non, c'est pas ça. Moi, ça m'a terrifié, terrorisé. J'ai marché beaucoup, comme Lovecraft. J'ai voulu vivre sa ville, comme il l'a vécu lui, comme il l'a décrit dans ses textes. Je l'ai fait, j'ai eu mal partout. C'est une ville américaine et le passé est extrêmement présent aussi. Les monuments sont là, enfin, vraiment, par moments, alors, il y a des choses qui ont changé quand même, hein. Il y a comment ça s'appelle, des Starbucks, des McDo, mais on retrouve des immeubles dans lesquels sa famille a vécu, des maisons dont il parle, des églises dont il parle, des choses comme ça. C'est là, et je sais pas comment dire, il était à ce point attaché au passé. Pour moi, il y a un côté morbide, hein. Vraiment. Mais est-ce que c'est vraiment, tu penses, à ce point morbide, ou par rapport à son enfant? Parce que vraiment, j'ai alors l'impression, Oui, tu oui, vois, j'ai vraiment un bien peu sûr. lu. Alors, je l'ai pas lu en entier. C'est vrai que je la picore en fait, le Je suis Providence, euh, parce que c'est quand même un sacré morceau à lire en fait. Mais par contre, ouais, on sent que dans son enfance, il y a un moment où lui, il a été entre guillemets un peu, enfin, plus heureux que ce qu'il a été plus tard en tant qu'adulte en fait. Peut-être parce qu'il y avait aussi qu'on a tous, hein, cette innocence d'enfant, ce côté où on est un peu protégé. Lui, il a été élevé par ses tantes et son grand-père. Euh, Mais sans oublier les rêves et l'argent. hmm. L'âge adulte lui a appris que ses rêves ne se réaliseraient pas et que l'argent, il n'en aurait pas. Je crois que c'est dommage que Christophe soit pas dispo, mais c'était sur les. En fait, je crois que c'était. Christophe faisait allusion. Enfin, dans Juste pour exemple, c'est pas Christophe, c'est Joshi faisait allusion à un passage où Lovecraft se rend compte qu'il n'est pas fait pour les maths, qu'il n'arrive pas à comprendre et qu'il le plonge pratiquement dans une dépression, en fait, à ce moment-là.
parce Oui. qu'il se rend compte qu'il n'est... Alors que c'est quelque chose qu'il veut faire, hein, Oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait qui n'est pas cité. Donc, c'est resté chez lui une sorte de honte, hein, de regret, d'échec. Pareil, je pense que c'est pas un hasard si beaucoup de ces personnages. Il n'est pas allé à l'université, mais il en a créé une. ah, c'est C'est cool. vrai. Mm. Et il est étudié à l'université. D'accord. Mm. Bah écoute, en tout cas David, merci beaucoup. Non, non, mais merci, merci à C'est toi, merci à vous deux.